Peut-être que... Ça y est. Ça y est. Il y aura peut-être des commentaires. Zoé, tu vas tourner vers moi. Je vais ça tout. Tourne vers moi. Je suis OK. Bonsoir à tous. C'est bon? Bonsoir à tous. Alors ce soir, un petit récap. Ce soir, 30e épisode, un petit récap de pourquoi on a mis en place, pour ceux qui nous suivent, on a mis en place les lives de Womanescence. C'est, comme j'expliquais à notre invité de ce soir, c'est pour donner en fait la parole aux hommes autour du devenir père. Le travail de l'association INES était vraiment axé au départ de la difficulté maternelle et paternelle, mais aussi de cette phase qu'on appelle la transparence psychique autour de la grossesse, mais aussi une fois que le bébé arrive. On peut aussi demander, est-ce que cette transparence psychique existe également chez l'homme? Eh bien oui, chez l'homme, il y a cette phase particulière, mais aucune donnée autour. Donc INES œuvre autour de ces questions et permet aussi aux hommes de pouvoir en parler ouvertement. Donc nous avons fait une phase expérimentale, je vous rappelle encore une fois, avec 9 messieurs qui nous ont montré qu'il y avait un cheminement, tout un cheminement, que ce soit en groupe ou que ce soit en individuel. Et donc, en individuel, ces étapes-là, ce processus important pour passer de l'enfant, l'histoire très importante, d'où je viens, l'enfant, ensuite la phase d'adolescence, et puis l'homme. Mais l'homme, pour devenir père, ces messieurs nous ont fait comprendre qu'il y avait un besoin de se déconstruire et puis être conscient de certains traumas qu'ils ne voudraient pas répéter auprès de leurs enfants. Et donc, nous avons mis en place la phase expérimentale avec la guidance de M. Otto Raymond. Et ensuite, Patrescence, toujours avec ces deux messieurs, qui était une représentation scénique, où ils ont pu se mettre à nu face au grand public, avec la journée des hommes. On a été plusieurs associations à fédérer autour pour moi, une problématique, un problème de santé publique. Et ensuite, ce qui nous est venu, c'est de pouvoir mettre justement ces lives tous les mardis soirs. Merci à tous ceux qui nous accompagnent et qui nous suivent tous les mardis soirs, avec d'abord les témoins, les papas témoins, pour renforcer encore cette idée qu'il y a bien un processus dans le devenir père et qui nécessite un accompagnement adapté. Et donc du coup, mon chat a décidé de venir ce soir. Ah oui, Kaïda. Et elle est attirée ce soir. Et elle n'ose jamais, hein, mais là, elle va peut-être accoucher, là. Ça. Et donc, je continue de ne pas me laisser faire tomber dans Kaïda. Je vais la récupérer. Et donc, c'est attiré par les hommes de Kaïda. T'es sérieuse? Bon, c'est pas grave. Elle fait partie du. Vous n'êtes pas allergique? Ça va? Vous n'avez pas peur des chats? Non, ça va. Ok, bon. Je vais la récupérer dans un petit pays. Et donc, avec ces messieurs témoins, on a effectivement confirmé qu'il y a bien un processus et nous avons encore plus pris conscience que les comportements répétitifs généraux, de façon générale, qu'on voit en tous les cas quand un homme devient père, ce comportement soit de fuite, soit de non-implication, faisant justement de nous les îles, parce qu'il n'y a pas que nous, au hit parade de la monoparentalité. On a voulu comprendre, est-ce que ça fait partie justement de certaines étapes pour que l'homme prenne conscience de son rôle et de sa place en tant que père. Et du coup, nous avons fait des liens avec bien sûr l'histoire, l'homme esclavagisé, la place qu'on lui a donnée au sein de la famille, la place qu'on lui a donnée auprès de l'enfant, qui aurait certainement un impact jusqu'à aujourd'hui sur le devenir père. Et dans les épisodes précédents, vous avez vu, on a fait le lien justement avec la journée du 3 mars, avec Roméo Cournal et également... On n'entend pas? Et il a dit que le son n'est pas ouf. Le son n'est pas ouf? Il n'est pas top. Les ventilateurs. Donc tu peux, s'il te plaît. Et donc vous nous direz, donc on gère un petit peu au niveau du vent, on va voir ce que ça donne. Vous me dites si vous m'entendez un peu mieux. Sinon, je
Nous aussi, on a des micros, mais des fois, il n'est pas... On va essayer, d'accord? Il va faire tout. Oui, oui, c'est vrai? Ah bon, on peut faire ça? Oui, il faut le brancher en dessous. Ok. Et ça capture. Alors, c'est parti. Merci. Dans la voiture? Oui. Super. Donc, le temps que... il n'est pas chargé. Ah, on s'organise. Merci, Olivier. On va essayer au verre, on va et du coup, en fait, avec nos invités, les messieurs, ah bah, du coup, Zoé, on va... Oh là, il fait chaud. Est-ce que tu peux rallumer un tout petit peu, s'il te plaît? Et donc, du coup, on s'organise ce soir. Il fait un peu plus chaud que d'habitude. Et merci, vous allez encore entendre. Je ne sais pas si là, c'est un peu mieux. Et non, juste celui-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec nos invités, ce qu'on a constaté, c'est que... C'est mieux, mais il manque du volume. Il manque du volume. Ce qu'on a constaté, c'est qu'évidemment, il y a l'impact, effectivement, l'estimate de l'esclavage de la période colonialiste, mais également, bon, tout est loi, mais aussi cet aspect tant spirituel que biologique. On parle de mémoire cellulaire. Et nous avons décidé ce soir d'aborder une question qu'on a du mal à comprendre, qu'on mélange un peu avec des croyances, qu'on mélange aussi avec la religion, avec des rituels que l'on pense venant du vaudou. Mais je suis persuadée que c'est aussi un autre aspect que nous devons aborder. Alors, pareil, des personnes nous disent, bah, tiens, pourquoi ce sont des femmes qui présentent une question autour de l'homme, pourquoi pas des hommes? Eh bien, nous faisons en sorte à ce que ça puisse être tout de suite rétabli à votre demande. Et nous avons ce soir avec moi, eh bien, Laurent Gercé, Laurent qui avait été un de nos témoins. Je te laisse te présenter. Bonsoir à tous. Donc, Laurent Gercé, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de revenir. On m'a invité de nouveau à participer à cette émission avec vous. Et c'est un plaisir pour moi, l'honneur de pouvoir échanger ce soir. Donc, les thématiques qui seront abordées, bien sûr, avec notre invité Olivier Bérisson ce soir, qui va nous apporter son approche aussi et sa vision, comme moi j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, ce sera très intéressant pour nous de découvrir un petit peu ce qu'il aura à nous apprendre et aussi le partage qu'il fera aussi de sa vision. Donc, voilà, j'ai hâte de découvrir un petit peu et d'échanger avec lui là-dessus. Voilà. Très bien. Sans forcément mettre l'accent sur moi, d'ailleurs, Laurent, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, tu as participé à la journée des hommes. Exact. Alors, comment tu as vécu cette journée des hommes? C'était vraiment une expérience vraiment extraordinaire, formidable, puisque j'ai eu la chance de la vivre avec mon fils, qui était présent. Oui. Et lui, il a vraiment aimé, il a aimé aussi ce moment de partage. C'était très instructif parce que ça nous permet aussi d'échanger avec les autres qu'on n'a pas dans notre quotidien. Donc de là est ressorti une certaine compréhension, solidarité de notre quotidien de père. Et c'était vraiment une belle journée, vraiment à renouveler. J'attends la prochaine date cette année. Oui. Alors peut-être que on vous entend à peine. On nous entend à peine cette fois-là. Essayez de parler plus fort. Ok. Attends. Ben, je te laisse du coup. J'arrive là. Il faut parler fort. Ben vas-y, on continue. Allez, je récupère juste le journaliste d'Arte que je te la chercher. Ben, du coup, je te laisse commencer avec Olivier. Il faut essayer de parler. Oui, ok, d'accord. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es Alors, Olivier Bérisson dans le nom civil français, mais dans le nom ancestral, Ndougou Kwakwa. D'accord. Et d'ailleurs, ça va faire partie des rites de passage, le choix du nom. D'accord. Le choix du nom influe sur l'enfant, Ok. influe sur la relation que nous avons, influe sur la profondeur de la relation. Wow.
Est-ce que c'est un choix de série télé? Est-ce que c'est un choix lié à l'histoire de la famille? Quelle histoire? Quelle charge on lègue par le nom et par le prénom? Et c'est pour ça que le choix que certains d'entre nous faisons de refaire un choix de nom lié à l'ancestralité, c'est-à-dire avant l'esclavage, parce que sans l'esclavage, je ne m'appellerais pas Olivier de Hérisson. D'accord. Et beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais, de Réunionnais n'auraient pas ces prénoms ni ces noms. Pourquoi? Parce que le choix du nom se faisait ancestralement, même avant la venue au monde, parce qu'on savait, par un certain nombre de rituels, quel ancêtre revenait. Ok. D'accord. Donc ça donne une autre perception de la parentalité et de la responsabilité. Et je vais faire un exercice tout de suite. Là, j'ai de l'eau de source. J'ai de l'eau de source de l'Alma. Là, j'ai une calebasse. D'accord? Qui représente la terre et qui représente le ventre de la femme. Là, je verse de l'eau. Ce qu'un homme doit faire. Arroser le jardin. Arroser, 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 arroser. Et quand il arrose, il met toutes ses intentions. Toutes ses demandes. Et c'est en fonction de ces demandes-là que l'arbre pousse. D'accord? Donc là, je viens de quasiment tout dire du rôle du Père. Donc tout c'est dans les intentions. Oui. D'accord. Voilà, donc je dépose cette calebasse-là parce que je veux que tout ce que je dise, tout ce que je vais dire, toutes mes pensées soient sous la guidance, la clairvoyance de mes ancêtres et de nos ancêtres. C'est intéressant tout ça. Donc en fait, si on va un petit peu plus loin en fait dans l'origine, d'où viens-tu et du moins de qui viens-tu? Voilà, si on peut poser la question comme ça. Si on pense sur les origines. Waouh! Alors, beaucoup de personnes me connaissent sous Olivier de Hérisson. Beaucoup vont me cataloguer en termes de militant. Mais moi, je me définis comme un guerrier de lumière. Je suis passé par toutes les phases de la vie, j'allais dire, de quelqu'un qui veut apporter quelque chose à son pays. Entre les associations de quartier, les associations de football, de basket, de volley. J'ai été DJ, j'ai été commercial. Je travaille toujours à la poste. J'ai été conseiller financier. Là, je suis plutôt encadrant dans le milieu de la montée en compétences des collègues. J'ai, il n'y a pas longtemps, décidé de transformer le diplôme de coaching que j'ai eu en 2015-2016, puisque je ne voulais pas faire du coaching occidental. Donc récemment, j'ai ouvert un cabinet qui s'appelle Kabamenka. Parce que le K anti-Congo, c'est l'énergie vitale en mouvement. D'ailleurs, dans notre langue, nous qu'à manger, nous qu'à faire, nous qu'à. Donc, c'est toujours le mouvement. Le bas, c'est l'être. L'âme. D'ailleurs, on peut décrire la femme comme Kaba, c'est-à-dire le corps de l'âme. Le corps de l'âme, le corps de l'être. Donc, voilà. Moon, c'est-à-dire l'être spirituel. MUN, c'est-à-dire l'être connecté au visible et à l'invisible. Et pourquoi K à la fin? Parce que, en fait, c'est l'énergie vitale en mouvement qui fait l'être spirituel pour encore refaire de l'énergie vitale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une boucle. C'est un cycle. Comme le jour et la nuit. Comme les cycles lunaires. Comme le cycle solaire.
Et notre passage sur terre doit être chaque fois une intensité supplémentaire de la vie. Une intensité supplémentaire de l'unité entre tout. Ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Ce qui est à l'intérieur comme ce qui est à l'extérieur. Et donc, une parfaite harmonie avec la nature. Donc, c'est ce qu'on appelle, et chez nous, les règles de la Maat. C'est-à-dire les règles de l'équilibre parfait d'harmonie entre tous les éléments. C'est pour ça que chez nous, il n'y a pas déjà à la base de problème de traumatisme, parce que nous sommes dans la complémentarité entre tous les êtres, qu'ils soient humains, végétaux, animaux, minéraux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dualité, comme on le présente dans le développement personnel des fois, surtout canadien, etc. Là, nous, Edge là. Chez nous, il y a de la complémentarité. Parce que la dualité automatiquement entraîne la compétition. Alors que la complémentarité entraîne l'harmonie. Il y a la rencontre des énergies cosmiques, c'est-à-dire des énergies masculines, et des énergies telluriques, c'est-à-dire terre, des énergies féminines. Il n'y a pas une plus importante que l'autre. Chacune a un rôle. Et c'est pour ça que là aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes dans une société par rapport à l'Occident qui, avec la compétition, a mis la testostérone en avant, c'est-à-dire le patriarcat. Chez nous, c'est le matriarcat, c'est-à-dire l'amour, le partage, la femme. D'ailleurs, on héritait de la femme. Si tu hérites de ta femme, de ta maman, tu ne vas pas la maltraiter. Parce que tu sais que c'est la matrice. Tu sais que c'est elle qui engendre. Toi, tu fertilises la terre. Tu as un rôle fondamental. Mais tu ne peux pas fertiliser s'il n'y a pas la terre. Donc en réalité, la terre est précieuse. Regardez bien ce que l'Occident a fait. L'Occident, parce que il faut faire des analogies entre ce qui se passe pour une femme et ce qui se passe avec la terre. Comment on la pollue, comment on la maltraite, comment on est dans l'exploitation. D'ailleurs, je discutais avec un cultivateur dimanche qui me disait qu'il va démontrer lors d'une manifestation que nous allons faire le 1er mai, de la fête de la terre, pas la fête du travail, mais de la fête de la récolte de la terre, c'est la véritable fête en réalité, c'est-à-dire la fête de la femme. Il nous démontrait que le mot exploitation, il avait horreur de ça. Donc, exploitation agricole pour lui, c'était une horreur. On lui demande comment va ton exploitation agricole, comment etc. C'est un cultivateur. Et donc, ce que nous devons être, nous, avec nos soeurs, nos mères, nos grand-mères, nos filles. J'allais presque dire, et nos garçons aussi. Et avec nous-mêmes. Donc, en réalité, la notion de père, c'est une notion de guide. Le cavalier qui danse. Le cavalier, pour que la femme puisse s'abandonner dans ses bras, il faut que lui-même soit connecté à la musique. Ce sont deux abandons. Il n'y a pas un abandon plus important. Quand j'ai appris à danser le tango, ça va surprendre certaines personnes qui regardent, puisque le barbu sait danser le tango. Je rappelle d'ailleurs que le tango a des origines noires. Il faut chercher à voir le film Tango Negro, avec des rythmes de l'Uruguay qui sont des rythmes, j'allais dire, qu'on retrouve au Nigeria, au Cameroun, etc., au Bénin, au Togo, etc. Je me souviens de la professeure qui venait d'Argentine. Il y a une dame qui a posé la question, est-ce qu'à un moment donné, les femmes ne mènent pas dans ça? Et elle avait répondu, en Occident, un fait la vaisselle, un fait la tondeuse. En Argentine, les deux font la vaisselle. Un rince, un lave. Les deux passent la tondeuse. Un pousse la tondeuse, l'autre ramasse l'herbe.
Mais chacun son rôle, il n'y a pas un rôle plus haut que l'autre. Or, l'Occident, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un rôle qui est que tout le monde veut avoir, celui de conduire. Or, elle disait qu'il y a un permis de conduire comme il y a un permis de suivre pour la danse. Ça s'apprend. Le problème, c'est qu'on a mis ce rôle de conduire en haut, donc tout le monde veut conduire, personne ne veut suivre. Donc, au fur et à mesure aussi, l'homme perd de son rôle. Il fait quoi? Évidemment, nous sommes dans une société occidentale qui va parler d'égalité. Nous, on ne parle pas d'égalité chez nous, dans l'ancestralité. Les valeurs liberté, égalité, fraternité ne sont pas de chez nous. On est dans vérité, justice, harmonie et rectitude. La vérité, c'est quoi? Tu es une femme. Tu es un homme. Dans la liberté, je peux être Brigitte ou Jean-Michel. Dans la liberté, je peux changer de nez. Je peux changer. Donc je ne respecte pas ce que la vie a fait de moi. Et je ne respecte pas l'ancêtre qui s'est incarné en moi. Donc ça veut dire que je veux prendre le pouvoir sur l'énergie qui m'a créé. Je décide. C'est-à-dire que, en fait, je change la fougère en bananier. Et je veux que le bananier devienne fougère. Parce que je trouve que les feuilles sont plus sexy. Hein? Voilà. Et au bout d'un moment, on arrivera à une telle absurdité que même dans, j'allais dire, je sais pas, il n'y aura plus de lion, il n'y aura plus de lionne. Il n'y aura plus de coq, il n'y aura plus de poule. Parce que sous prétexte d'égalité, on oublie qu'il y a des rôles complémentaires. Donc on est en train de perdre les gens, on est en train de casser la cellule familiale, comme ça a été fait déjà chez nous par l'esclavage. Parce qu'on a brisé ça. Parce que si vous brisez ceux qui font un pays, ceux qui font un pays, c'est deux personnes qui font une troisième. On appelle ça, en ancestralité, le diku. Et chez nous, dans notre langue, c'est le fouillé d'Ifé. Le fouillé d'Ifé, trois roches. Père, mère, enfant. Les trois roches sont un rituel. Quand vous faites faire un feu, vous mettez l'énergie de la famille, c'est elle qui crée ce feu. Cette énergie qui transforme quelque chose, qui fait une cuisson pour la transformer, pour que ça soit comestible. C'est ça le rôle d'un père, d'une mère et d'un enfant. Le socle. Vous ne créez pas un pays sous des valeurs constitutionnelles ou des règles de droit. Non. Ce qui fonde un pays, c'est la relation familiale. Et chez nous, on appelle ça la kanda. Mais dis-moi, Olivier, puisque tu parles d'un père, d'une mère et d'un enfant, ce que tu nous transmets aujourd'hui, parce que pour moi c'est de la transmission, qu'as-tu reçu de ce père et de cette mère pour que tu sois aujourd'hui l'enfant grand d'aujourd'hui? Et c'est très important parce que tu as aussi, toi aussi, ce cheminement pour devenir père. Alors, c'est vrai que je dois remercier mes parents, même si mon père est passé de l'autre côté où j'avais 17 ans. Mais vous savez, le repas familial est un rituel. La présentation de la famille, des grands-parents, les photos que vous allez mettre dans la maison, les partages des repas familiaux, les tâches ménagères sont des rituels. Donner à manger à des animaux. Donc vous devez déjà, vous entrez déjà dans une dimension de responsabilité. Donc, certaines personnes ont vu ça comme des corvées, parce que c'est mal présenté.
Il faut que les choses soient présentées telles que c'est. Je t'initie à la vie. J'ai eu la chance d'aller chercher de l'eau à la source. Il y avait un robinet, tout début en 1980. Alors mes parents, Bumidom, etc., revenus en 1980. Donc moi, j'ai passé 6 ans en France. Et je suis revenu ici, j'avais 6 ans. Et il y avait un robinet, je me souviens, à une croisée du quartier. Mais on allait chercher, nous, on ne buvait pas l'eau du robinet. On allait chercher de l'eau à la source. Lorsque vous allez chercher à la source, c'est qu'on vous dit de ne pas déranger la source. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Ne dérangez pas déranger la source. Pas déranger la source là. Pas y chercher cap, ça dit coucha, voilà la source là, parce qu'on peut déranger, de l'eau va venir en manière sale. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend quand on vous dit ne dérangez pas la source? On vous apprend à respecter la nature, mais à respecter la famille, à respecter la source de vie, à respecter l'eau. J'ai 50 ans. Donc j'ai pas, tu vois, j'ai pas 80. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que, voilà, alors j'ai été élevé, j'ai connu mes 4 grands-parents. Parce que ça aussi, aller dormir avec les grands-parents, ça vous apprend que vous ne vous appartenez pas, ça vous sort de certain égoïsme que l'enfant peut avoir, mon jouet, moi. Donc, il est obligé de dépasser, de transcender. Des fois, il n'est pas content. Mais, j'ai pas toujours été content d'aller dormir avec... voilà. Mais vous savez ce que j'ai appris? Ma grand-mère avait des problèmes de circulation et avait des crampes le soir. Et moi, j'ai vu la capacité à transcender la souffrance. Je vois le mollet qui bouge avec la crampe. Je la vois stoïque. Vous apprenez. Quand elle arrive à un stade où elle ne peut pas se mouvoir, bouger comme elle veut, vous apprenez à renforcer votre niveau d'amour. Parce que vous êtes obligé de décoder ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire d'euthanasie, là, déguisée, là, qu'on est en train de mettre en place, chacun fera ce qu'il veut. Mais chaque moment de vie a une importance dans la vie de ceux qui viennent. S'occuper d'une personne âgée, ça t'apprend à devenir responsable. Ça veut dire qu'en fait, dans la société, j'allais dire ancestrale, on ne met pas les personnes de certain âge dans un EHPAD, dans une espèce de rebut. On ne leur donne pas du Rivotril pour les éliminer. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, au contraire, ce sont des puits de science. Même grabataire, même ne parlant pas, mais c'est là que la science commence. C'est là que la transmission commence. Mon aïeul, j'ai vécu 6 ans avec mon aïeul. Elle est décédée, elle est partie en 1986. Extraordinaire. Mais extraordinaire. Moi, j'ai eu 6 ans de recettes, de plantes médicinales, d'anecdotes, de vision de la vie, parce que vous imaginez bien que c'était une aïeule qui, c'était pas le français, sa langue, donc c'était notre langue que je n'avais pas cru, le martiniquais. Et extraordinaire. Donc pour moi, pour devenir père, j'ai voulu que mes enfants naissent sous la terre de mes ancêtres. Donc mes enfants sont nés au Saint-Esprit, dans la maison familiale. Donc, c'est Alain Nourri, sage-femme, qui m'a accompagné à l'époque. Ma fille, cette année, aura 21 ans. Donc, un accouchement à la maison, et j'ai tout fait. Parce que pour devenir père, je pense que ça aussi, c'est un rituel assez important, c'est accueillir l'enfant. Vous devenez père parce que vous prenez le placenta aussi, le cordon ombilical, que j'ai attendu 1 heure, c'est-à-dire qu'il est fini de battre, pour que tous les messages ancestraux puissent passer de la mère à l'enfant. Pas comme lorsqu'on est à l'hôpital, on coupe, voilà. Non. J'ai attendu que tout le vivant passe.
vivant visible comme le vivant invisible. J'ai enterré, j'ai planté. Accouchement dans l'eau. Bon. Alors, ma fille est née dans la maison où ma mère est née, enfin, sous le terrain où ma mère est née, ma grand-mère, son aïeul. Et mon fils est né dans la maison, dans une maison que j'avais achetée, mais sur un terrain familial aussi, de notre côté, mais toujours à la maison. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que derrière, quand vous préparez les petits pots, pourquoi je dis vous préparez, pas acheter Bédina? Pourquoi? Parce que moi, j'ai pu habituer les papilles gustatives de mes enfants au chouchim, au fruit à pain, à l'igname, à la patate, je faisais avec des cafés purés, et puis donc, mes papilles. Parce que si vous laissez, et déjà quand vous faites ça, quand c'est vous qui faites le repas, c'est votre énergie, c'est votre amour, c'est vos intentions que vous mettez dans le repas. Lorsque vous achetez des plats préparés, c'est des intentions des autres. Donc quand des fois il y a des problèmes, des fois, dans le couple, ou des fois de tenir sa parentalité, sa paternité, il y a des phénomènes intérieurs et traumatiques, mais il y a beaucoup de phénomènes extérieurs. Nous mangeons beaucoup de matières féminisantes. Nous mangeons beaucoup de perturbateurs endocriniens. Qui dit perturbateur endocrinien dit perturbateur des glandes sexuelles. Donc aussi de ton postulat de masculinité. Mais là, c'est intéressant quand tu définis un petit peu cette relation. Comment toi tu as vécu ta relation de couple justement? Est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à tout ça, qu'est-ce que ça a créé, comment c'est organisé, comment ton couple était organisé à ce moment-là, tout ça? Alors, la chance à l'époque, c'est que la maman avait beaucoup de lait. Donc en fait, quand elle n'était pas là, comme on pouvait mettre au congèle, donc je pouvais donner le biberon mais avec son lait. Pour on soit sûr qu'il y ait une montée de lait, on a travaillé les traumatismes avant. Ça veut dire que, je me souviens qu'il y a un livre qui s'appelle Aïmisaïeux et mémoire de naissance. Je sais qu'il y avait 2 livres que j'avais lus à l'époque, mais on nous disait d'interroger la grand-mère, etc., pour savoir s'il y avait eu un problème, etc., etc. Transgénérationnel. Mais si on n'a pas la capacité de faire ça, c'est là que l'ancestralité entre en jeu. Vous pouvez par une libation, par plusieurs libations, demander à vos ancêtres soit de vous donner les clés par tout moyen, soit une conversation, soit un songe, soit une musique, soit un livre, une vidéo, de vous donner une clé qui va que vous allez ressentir, qui va vous faire tressaillir. Mais tout simplement, vous pouvez demander à votre lignée paternelle et maternelle d'éliminer vos ancêtres. Nous avons d'éliminer les traumatismes. Vous avez aussi ancestralement des bains que vous pouvez faire aussi pour vous nettoyer, vous épurer, etc. pendant la grossesse, etc. Pour ceux qui savent qu'ils veulent faire un enfant, peuvent le faire avant même la conception. D'accord? Bon, là encore, on entre dans un autre niveau parce que ancestralement, on ne faisait pas l'amour comme ça, hein? Surtout pour concevoir. Hein? Alors ça, j'aimerais que tu développes. Ça, c'est important. Écoutez, la partie la plus connue aujourd'hui, c'est les Asiatiques qui ont même des maisons où ils font des pièces spécifiques dédiées à l'amour. Mais chez les Tamites, on a retrouvé traces de temples. Vous alliez dans un temple faire l'acte. Parce que l'acte est sacré. Parce que la rencontre entre l'énergie masculine et féminine est sacrée. Donc, vous saviez à quel, par exemple, il y a un membre de notre mouvement, je crois que c'est son père, c'est le père qui a dit à sa maman, je m'en montre qui m'en a pas fait ish, qui m'en a pas fait tifi. Donc il y a savoir-faire à la pleine lune, à la nouvelle lune, pour savoir si ce serait une fille
ou un garçon. Donc il y a tous ces rituels qu'il faut se réapproprier. Il y a des baies. Tout à l'heure, tu as parlé, avant qu'on commence, tu as parlé de matrone. Nous avons interrogé la fille d'une matrone marine, l'interview sur les réseaux. Et en fait, c'est ça. Maintenant, il y a les doulas, voilà, qui font ce travail. Mais vous avez tout ce travail de transmission aussi, qui peut enlever une pression sur le père. Parce que si le père se retrouve seul, accompagner la maman, c'est pressurisant. Ça peut être pressurisant. Le fait d'être entouré, parce que moi je veux dire que l'accouchement à l'hôpital est déjà un traumatisme. Conscient ou inconscient. C'est-à-dire qu'on vous enlève de votre cadre naturel. C'est naturel d'accoucher par exemple de chez soi. Mais on vous dit non, il faut aller à l'hôpital sous prétexte sanitaire, de sécurité, etc. Comme s'il y a moins de risque que l'enfant meure. Parce que la notion de peur de mourir, on fait de vous ce qu'on veut. Oui. Bon. Comment dire ça? Je ne vais pas inciter les gens à faire des choses, mais ce que je veux dire, c'est que quand un enfant naît hors du cadre fait par le père, imaginons que la maison a été faite par le père. Le fait qu'il d'accoucher chez lui, ça aussi, ça ancre la notion de paternité, plus que lorsqu'il va accoucher à l'hôpital, dans un endroit impersonnel, où il a l'impression que ce n'est pas chez lui. C'est que ça se passe. Vous imaginez bien comment ça vous conforte. C'est vous qui avez fait la maison, c'est vous qui avez peut-être préparé, ou aidé, ou bien récupéré l'enfant, parce que la maman est fatiguée après l'accouchement, donc vous avez donné le premier bain. Vous avez des rites de passage comme ça qui vous permettent justement d'entrer dans votre paternité. Mais quand ce n'est pas vous vous ne faites rien, vous n'avez rien, enfin, vous avez conçu, oui, mais je veux dire, tous les préparatifs, etc., on vous les enlève quelque part. Alors attends, Olivier, tu as des questions, parce que là, il y a des gens quand même qui sont très intéressés, qui te suivent. Alors la première question, tu parlais de préparation, de préconception. Moi, sage-femme, on me dit de faire un bilan biologique, que je fais. Et en même temps, il y a aussi cet aspect ancestral. Mais moi, j'en parle beaucoup sur cette relation entre homme-femme. Je vérifie déjà ce qui se passe dans la lignée, comme tu dis, et pour qu'ils soient conscients que ça peut être un schéma répétitif. Et il y a Thierry Guérédra qui nous a dit qu'en fait, il faut quand même préparer le corps en mangeant du vivant. Donc j'espère, là aussi, je pense que tu pourras me guider. Et puis, il y a la question de Yannino qui... alors Yannino, tu me dis si j'ai bien transmis ta question. En combien de temps, je pense qu'il veut savoir, avant la conception, combien de temps on doit, par rapport à la Lune, attendre avant ou après, selon la Lune, pour concevoir l'enfant? Alors, honnêtement, je ne pourrais pas répondre précisément parce que nous, on est en train de travailler sur le sujet. Parce qu'on est en train de travailler, on n'a pas encore toutes les réponses. Tout ce que moi je sais, c'est que, par contre, tout ce que moi j'ai lu et tout ce que est mon expérience, deux personnes se rencontrent. Déjà, il faudrait déjà pour nettoyer les mémoires des anciennes relations, déjà même présentes, en dehors des parents, grands-parents. C'est-à-dire que vous vous rencontrez là, et vous avez déjà eu des relations sexuelles avec X, Y, Z. Mais pourquoi? Alors, en général, on parle de 6 mois. Bon. C'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Oui, mémoire cellulaire, mais mémoire des énergies, mémoire des intentions. Quand quelqu'un rentre, une femme rentre en vous, mais quand une femme s'offre à vous, qu'est-ce qu'elle offre? Elle offre aussi tout son corps traumatique ou son corps joyeux, parce qu'il n'y a pas que le corps traumatique, il y a le corps joyeux. J'appelle ça le corps joyeux, heureusement. mais l'homme aussi. Et bien souvent, des gens se rencontrent sans prendre le temps de s'être épurés. Alors, on peut accélérer les 6 mois en faisant des rituels, des bains, etc. Ouais. Mais c'est déjà important. Et quand on va concevoir, si on est conscient de la conception, c'est-à-dire que c'est pas une grossesse,
j'allais dire, surprise, les intentions qu'on va mettre pendant. Alors, les intentions qu'on va mettre sont importantes. En fait, dans tout le principal enseignement que moi je peux donner ce soir, si je peux donner un enseignement, en tout cas un message, vos intentions sont fondamentales dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites. Vous pouvez manger du vivant en inconscience, juste parce que c'est du vivant, ça va avoir moins d'effet que manger des choses cuites avec des intentions. C'est l'intention. Comme on dit chez nous, c'est l'esprit qui met de quoi. Donc en réalité, ce n'est pas la technique qui est la plus importante. Si on a les intentions plus la technique, tant mieux. Mais ce n'est pas la technicité des choses qui doit prévaloir. C'est vraiment vos entrailles et vos intentions. Et c'est ça qu'il faut travailler. Ceux qui ont des problèmes avec avoir de bonnes intentions, moi je conseille un cycle lunaire. Alors en développement personnel, on parle de 21 jours en général, mais moi je conseille le cycle lunaire de 28 jours pour se répéter un certain nombre de choses. Alors, certains vont dire des mantras, mais des phrases, etc. pour reprogrammer, donc ils appellent ça en Occident la kinésiologie, etc. Mais en réalité, c'est ça. Et alors, nous avons une kinésiologie ancestrale qu'on appelle la libation. C'est-à-dire que quand vous prenez de l'eau tous les jours. Alors, c'est quelle eau? Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés après. Alors, ça, c'est de l'eau de source. Okay. C'est-à-dire l'eau de l'énergie féminine qui vient de la terre. Alors, je vais aborder le sujet pour la première fois ce soir. Je vais ouvrir une porte. C'est la fontaine de la femme. L'eau de source. Au Rwanda, 98% des femmes sont fontaines. Sexuellement. Alors, je répète. Ce que je dis, l'eau de la terre, c'est la fontaine de la femme. Quand vous allez boire de l'eau de source, vous allez à la source. Alors pour ceux qui... Voilà, on ne va pas entrer dans l'acte, pas ce soir, on va pas un jour ouvrir ça, mais c'est juste pour montrer la force, la puissance que peut avoir un cunnilingus. Bon, parenthèse close. Donc ce que je veux dire, c'est que là, vous entrez dans une capacité extraordinaire. Vous prenez cette eau, vous mettez vos intentions. Vous demandez à vos ancêtres de la lignée paternelle et maternelle, par exemple, vous avez des problèmes avec ce qui est vérité, ou bien justice, ou bien abondance, ou bien puissance, ou bien guérison, ou bien pensée positive. Vous demandez à vos ancêtres de faire en sorte que votre esprit puisse penser de telle façon, que vous puissiez avoir telle guérison, que vous puissiez raisonner de telle chose, que vous puissiez etc. Vous demandez ça tous les jours, vous versez. Quand vous versez cette eau-là, si vous êtes dans un appartement, dans une plante, ne la jetez pas dans les vies, dans une plante, c'est-à-dire dans la terre. Si vous êtes chez vous, dans votre jardin, la terre enregistre vos intentions. Quand vous plantez, c'est pour que ça pousse. Donc ça enregistre pour que ça germe. Donc, ce que les Occidentaux ont pris là, ça vient de ça. Ça vient de la libation. Je veux dire à ceux qui nous écoutent que le président des États-Unis, pendant la crise Covid, a pris de l'eau restructurée. Restructurée. C'est ce que je fais là. Eh oui. Parce que l'eau qui vient dans les robinets est structurée d'une certaine manière avec un diamètre bien particulier, des coudes, donc qui font l'eau prendre des angles particuliers. Donc l'eau arrive avec une intention et une structuration particulière. L'eau qui vient de la terre est structurée naturellement pour nous. Mais on nous en fait peur. En nous disant qu'elle est polluée, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, qu'elle n'est pas bonne. Comme si l'eau qu'il y a dans les tuyauteries de 80 ans d'âge était meilleure, avec tous les staphylocoques, etc., chlordécone, etc. Donc en réalité, comme on veut nous rendre dépendants,
Parce qu'on veut nous déconnecter de ce qui est bon pour nous. Donc on nous fait peur. Vous imaginez que la nature est devenue un danger pour nous? Vous imaginez que vous êtes devenu l'ennemi d'un homme ou qu'un homme est devenu l'ennemi d'une femme? C'est-à-dire que ça fait, depuis les Templiers, on est remonté, on a trouvé qu'il y a la dualité, c'est-à-dire la compétition entre tout. Homme, femme, nord, sud, noir, blanc, c'est bon. Il y a une compétition entre tout. Il faut mettre tout en compétition. On n'apprend pas la complémentarité. C'est pour ça que, initialement, la première chose qu'on apprend à un enfant, s'occuper des animaux, planter, récolter. Pourquoi? Parce qu'il est connecté au respect et puis déjà à des fondamentaux de la vie. Je donne un exemple. Pendant la crise Covid, pendant les 2 mois, tous ceux qui sont dans le secteur, j'allais dire, tertiaire, ça m'a fait rire. Mon collègue qui a fait informatique, qui est volé, qui a payé le monde. Et puis, madame a crié, mais monsieur Bérisson, est-ce que vous pouvez faire une vidéo, on vole mes fruits à pain? Et moi, je lui ai dit, bravo madame, je suis content qu'on vole mes fruits à pain. Bon, en réalité, ce que je veux dire par là, c'est que on ne vous apprend pas l'essentiel de la vie. On vous montre déjà la périphérie. On ne vous montre pas le centre. C'est-à-dire, un être humain doit savoir où aller chercher à manger, comment faire à manger, comment planter à manger, où trouver de l'eau. C'est la base. Mais c'est devenu, vous êtes presque un homme de Cro-Magnon. Vous n'êtes pas évolué. Vous êtes, vous comprenez, vous êtes arriéré. Sauf que le temple sacré, qui est notre corps, il mérite les meilleurs ingrédients, les plus purs, pour pouvoir assumer notre rôle de père, notre rôle de mère, notre rôle tout simplement dans la société. Aujourd'hui, ce que nous mangeons est notre ennemi. Ce que nous buvons est notre ennemi. Et vous avez des problèmes, je répète, parce qu'il y a la partie spirituelle, mais il y a la partie physiologique. D'ailleurs, pour moi, le spirituel ne va pas sans... Pour moi, parler de spiritualité, faire la séparation, c'est ignorant. La spiritualité, c'est le tout. C'est l'harmonie entre le tout, justement, entre le physique et la métaphysique. Donc, c'est le tout qu'on appelle spiritualité. C'est le lien d'harmonie entre tout, qui est la spiritualité. Or, le problème aujourd'hui, justement, d'ailleurs, on ne sait pas. On ne sait pas tout. Les différents corps. On met des choses dans des cases, etc. Parce qu'en réalité, pourquoi il y aurait aujourd'hui, on est obligé de refaire ce que c'est que la maternité, ce que c'est que la paternité. Alors qu'en réalité, s'il y a déjà une séparation là, je pense que, je me demande si ce n'est pas simplement la famille qu'il faut travailler. La notion de famille. Parce qu'en réalité, si on est conscient que l'on fonde à deux un monde, l'enfant qui naît, c'est un pays. C'est un pays. C'est une responsabilité. Et on est pour assumer la responsabilité de la vie. On ne va pas faire Mercury Beach toute sa vie. C'est intéressant, Mercury Beach. Mais c'est pas... Si quelqu'un me dit que c'est ça son objectif, il y a un problème. Il y a un problème. On ne va pas faire comme Bacchanal. La Baccafesse. La Baccafesse. Bon, oui, voilà. Ah, Alors, ce que les gens ne savent pas, l'énergie qui est prise lors de ces événements. Moi, j'attaque frontalement ce que j'appelle les obédiences obscures qui, aujourd'hui, par exemple, vont faire la fête de la musique lors du solstice. Parce qu'ils savent très bien ce que c'est que le solstice et que si les gens se mettent véritablement à faire les rituels qu'il faut pour le solstice, on n'est pas dans la fête de la musique. Je ne sais pas si vous me suivez. Si les gens se mettent à faire ce qu'il faut pour l'autre solstice du 21 décembre, je ne sais pas si c'est le petit Jésus qu'on fait. Donc, voilà. Donc, ce que je suis en train de dire,
Parce que le rôle de le père, c'est celui qui guide. Je voulais revenir à ça par rapport à la danse. C'est celui qui guide. C'est celui qui protège. Pour que la maman se sente en sécurité. Alors, mais aujourd'hui, Olivier, on demande au père, parce que je reviens un peu sur ce que tu disais. Tu disais qu'il faudrait toute une famille autour déjà de la décision d'avoir un enfant. Parce que du coup, dès lors qu'on décide d'avoir un enfant, il faut s'assurer des ressources personnelles, mais aussi autour de soi. Quand tu me dis qu'il faut des familles autour, mais la plupart du temps, aujourd'hui, on a des familles qu'on appelle, c'est occidental, nucléaires. Tu as un homme avec une femme, souvent qui ont décidé d'être en retrait du cercle large familial. Donc, on demande au père de ne pas faire que d'être là pour protéger, en tous les cas, quand elle devient mère, mais aussi d'être la mère. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Aujourd'hui, on demande au père de faire les gestes de la mère en relais, parce qu'ils sont seuls, ils sont deux. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'adapter à ce nouveau système? J'entends le système basique. Non, de toutes les façons, c'est vrai qu'on ne va pas changer. On ne va pas réussir à tout changer d'un coup. Nous, on est là pour déjà déculpabiliser. Et puis dire aux gens que bon, on est dans cette situation, mais moi j'invite aussi les grands-mères à jouer leur rôle, les grands-pères à jouer leur rôle. Moi je veux dire que, parce qu'à un moment donné, c'est vrai, je répète, quand tu parles de famille nucléaire, tu as raison. Moi j'estime que il n'y a pas d'hasard dans la vie. Si tu te retrouves dans une situation, c'est que tu as la capacité de le faire. C'est-à-dire qu'en réalité, moi je vais dire que quand je vois un papaye pousser sous une roche, c'est improbable. Pourtant, il pousse et puis il donne de la papaye. Moi je crois qu'on a tendance à vouloir des situations normalisées. J'allais dire conformes, je ne sais pas quoi. En réalité, quand je prends mon quartier, ce que j'ai vu, moi j'ai vu des mamans élever 8 enfants. C'est pas pour autant que les 8 enfants étaient dans la rue, c'est pas vrai. Donc moi je crois que l'intention de la mère ou l'intention du père, alors s'ils sont deux, tant mieux, parce que quand là tu es en train de me dire deux, c'est déjà par rapport à l'époque dans laquelle on est. Si vraiment papa et maman sont là pour s'occuper de l'enfant, même s'il peut y avoir une séparation entre les deux, mais qu'ils continuent à jouer leur rôle de père et de mère, excuse-moi, on y est déjà presque sauvé. Bon, j'allais presque dire ça. Maintenant, moi je dis que la peur de faire l'enfant, la peur de ne pas pouvoir s'en occuper, la peur qu'il faut telle condition et telle condition et telle condition. Moi j'ai entendu une militante lors du vote pour l'IVG dans la Constitution sur Martinique Première parler de dire que le rôle de mère ne s'invente pas et qu'une fille de 16 ans qui tombe enceinte, elle n'est peut-être pas prête, et machin, etc. Donc il faut pouvoir lui donner la possibilité de faire un avortement. Anciennement, dans l'ancestralité, tu ne vas jamais penser comme ça. Dans l'ancestralité, c'est la famille se réunit et puis on regarde qui va prendre l'enfant. La grand-mère, la soeur, la grande soeur, la cousine, etc. Et tu avais beaucoup d'enfants qui étaient élevés par la grand-mère. Et puis il y en a qui disent que c'est un trop. Mais j'ai entendu un monsieur dire, sur cette même émission, j'ai entendu un monsieur dire, ma maman a fait 10 enfants. S'il avait eu la pilule ou le machin, elle n'aurait pas fait les 10 enfants. J'avais envie de l'appeler pour dire, mais pas de là, pas qu'à parler dans le conseil. Donc, est-ce que vous n'êtes pas content d'être là? Est-ce que tu n'es pas content d'être là? Donc, à un moment donné, il faut justement remettre les choses dans la bonne perspective. Est-ce que je suis déjà content d'être sur Terre? Parce que si je suis content d'être sur Terre, les conditions de ma venue, je ne peux pas tout le temps rabâcher que, ouais, si j'avais eu papa, maman, grand-mère, grand-père, j'aurais été ceci, j'aurais été cela. Moi, c'est parce que mon père a été retrouvé pendu au bout d'une corde à 17 ans que je suis ce que je suis. Donc en réalité, ce qu'on appelle traumatisme, ce qu'on appelle souffrance, c'est de la puissance. Ça t'a donné une certaine puissance. C'est pas certainement.
Je répète mon mot, je n'ai pas dit certaines, c'est toi qui veux diminuer. Puissance. Puissance. D'accord. Parce qu'en réalité, quand j'écoute l'histoire du Euler, là, du Robert, là, Mérine, quand j'écoute son histoire de son enfance, eh bien, pas facile. 11 tours. Ah, vas-y. Et puis en termes de rôle de père, etc. Donc en fait, on est en train de focaliser sur le traumatisme. C'est-à-dire qu'en fait, on est en réalité, en fait, c'est une société qui aime nager dans son... non, mais je dis ça. Non, mais c'est Parce qu'en réalité, la différence d'ailleurs qu'il y a pour moi entre l'ancestralité et puis l'Occident, l'ancestralité est là pour transformer tout. Les Occidentaux disent le pépin en pépite. C'est-à-dire, tout est signe, est une opportunité. Chez nous, il ne faut pas jamais blâmer en contrariété. Il n'y a pas de contrariété. Il y a des opportunités pour faire de toi ce que tu dois être. Moi, je partage ton avis sur ce qu'on appelle le mindset, ton état d'esprit, parce qu'il t'arrive et comment tu l'abordes, est-ce que tu es fort ou pas, en fonction de ce que tu as décidé de faire. Mais est-ce que cette génération, cette nouvelle génération, n'est pas perdue parce que le schéma familial aussi a changé, a évolué, c'est plus le même. Aujourd'hui, est-ce que la famille est toujours soudée? Est-ce qu'on retrouve toujours la grand-mère qui pourrait prendre le relais, la mère qui pourrait prendre le relais? Est-ce qu'il y a aussi ce schéma familial qui est présent? Mais pour moi, il est cassé parce que, encore une fois, on veut te culpabiliser des conditions. M'a parlé que je me fais s'il pas mis un travail comme ça, s'il pas fait ça comme ça, ah ouais, ou aller mettre en forme gros boudin, et alors qu'on peut travailler, mais peut-être que c'est ça qui va te pousser. Mais peut-être c'est parce que justement, que tu as, tiens, mais c'était pas prévu, et bien, alors un décès n'est pas prévu, des fois. On a un accident, on a un décès, ou on a un handicap. Enfin, la vie n'est pas faite que la rivière n'est pas droite, hein. Elle serpente, etc. Il y a des roches, il y a des... Je veux dire, la vie est comme ça. Je veux dire, pourquoi ne peut-on pas accueillir les vicissitudes de la vie comme des opportunités pour grandir, pour nous renforcer? C'est ça l'ancestralité. L'ancestralité, c'est que tu prends la vie, tu l'accueilles, et puis tu fais avec. Moi, j'entends. Aujourd'hui, on ne va pas faire d'enfants. Je sens que je n'ai pas la capacité d'être papa parce que je ne travaille pas, parce que je n'ai pas la voiture, parce que je n'ai pas mes copains, parce que c'est-à-dire qu'un tas de considérations, j'allais dire, pratiquement superficielles, artificielles, et on oublie l'essentiel. Même si c'est un coup d'un soir, j'ai fait un coup d'un soir, il y a un enfant, déjà. L'ancestralité dit, le véritable droit, c'est le sacré de la vie. Point. Point. Va discuter. Je n'ai pas dit le droit de la femme, le droit des enfants, la journée des amis, la journée du bisou, la journée de machin, l'octobre rose, machin. Bon, ok. Octobre rose, mais pizza, coca, McDo en même temps. Bon, bref. Donc, ce que je dis, le sacré de la vie. Si je parle de ce postulat et que nous éduquons nos enfants sur le sacré de la vie, sur le sacré du jardin, sur le sacré des végétaux, sur le sacré de la femme, sur le sacré de l'homme, sur le sacré de la vie. Donc, et puis il faut quand même, la vie on nous éduque, tu peux faire tout ce que tu veux, il y a pilule, il y a préservatif, il y a pilule du lendemain, donc roulez. Donc on a mis la sexualité en amusement, en récréation. C'est une création. C'est un acte créateur. Que tu en sois conscient ou inconscient. Si moi on me l'avait dit, par contre, on m'a éduqué dans la valeur chrétienne. Et plutôt, fais attention, mais on ne m'a pas expliqué le côté créateur. Moi, je n'apprends sur le tard. Moi, je transmets, comme j'espère à mes enfants. Les enfants suivent voudront, mais je transmets. L'idée, c'est que c'est un acte créateur. Ce n'est pas une récréation. Comment j'allais dire ça?
Ce n'est pas une bacchanale. Énergie qui... Bon, parce que c'est une énergie. Vous avez toute la partie racine. Racine. Ils appellent ça le chakra racine. C'est racine. Donc quand un homme et une femme se rencontrent, c'est deux histoires, c'est deux généalogies. C'est depuis l'origine. C'est des joies, des traumatismes, des peurs, des craintes, et c'est des guérisons ou au contraire des émergences, des choses qui vont sortir, etc. Des fois les personnes se rencontrent pour un soir et puis font leur vie ensemble. Des fois les gens se sont engagés pour la vie et puis finalement ils font une semaine. Bon, la vie elle est comme ça. Et pourquoi ne pas éduquer justement nos enfants à cette vie et non pas à vouloir un modèle bien précis. Chaque fois qu'on met les gens dans une case, on crée des traumatismes. Je veux dire que, je donne un exemple. Vous avez pendant le carnaval des femmes fortes qui mettent des strings et puis qui vont défiler. J'ai vu des gens sur les réseaux dire ah, si elle était mince, si elle se prend pour qui, lâcher, etc. J'ai eu à dire à beaucoup de personnes qu'une femme forte, qu'une femme mince, c'est une femme. Et que je ne vois pas pourquoi la femme mince a plus le droit de se décomplexer d'ailleurs et de se montrer qu'une femme forte. Je ne suis pas là je suis pas dans le jugement de morale là. Hein. Je ne suis pas là. Oui, oui. Je suis là pour dire que déjà, est-ce qu'une femme bien en chair? Voilà, déjà, bon, ça c'est un nouveau notre débat. Parce que même pour le père là, et l'homme, pour l'homme, ah, mon pays telle femme donc elle est là, mais pour me déplacer, me montrer, c'est une autre. Ça veut dire qu'en fait, la différence qu'il y a entre, soi-disant, l'être et le paraître. Mais est-ce qu'une femme forte n'a pas le droit d'être? Exactement comme une femme qui se fait mince. Est-ce que la corpulence doit faire et tout? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? La modélisation des magazines, des et non pas seulement ça, Miss ceci, Miss cela, etc. Moi j'estime que ça nuit à la paternité. Et que ça nuit à la maternité. Parce que beaucoup d'hommes ont une image de la femme svelte, qui ne bougera pas, qui ne changera pas. Donc vergeture, etc. Moi je veux dire aux hommes qui m'écoutent, là nous sommes scoop. Lorsqu'une femme a des vergetures et puis a les traces de l'excellence de la vie sur elle, je dis bien de l'excellence, allez caresser ça, allez lécher ça, allez embrasser ça. Vous allez me donner des nouvelles par rapport à une jeune femme qui n'a pas encore, qui n'a pas ça. Ouais, elle fait ça. Donc je dis ça parce que à un moment donné, on a l'impression que le plaisir, il est dans, et ça mène à la pédophilie. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus jeune. Hein. Parce qu'en fait, la femme qui vous a donné la vie, vous ne l'honorez pas. Et c'est là que ses sens sont les plus exaltés, parce qu'en fait, il y a des ouvertures qui se sont faites chez elle, parce que quand on a donné la vie, il y a des sens qui ne s'étaient pas encore manifestés, qui se manifestent. Et puis, de toute façon, chaque tranche d'âge, moi j'ai coutume de dire que on dit que c'est dans un vieux faitout, on va faire bon saut. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Donc ce que je veux dire, c'est que, parce que des fois, le père ne voit plus la mère comme une femme. Or, ça reste une femme. Et même une femme enrichie de la maternité. La maternité enrichit la féminité. Elle ne détruit pas la féminité. On a peur des seins qui tombent. Mais qu'est-ce que c'est beau, une femme qui a une belle poitrine parce qu'elle a eu du lait, etc. Et puis sa poitrine est encore plus sensible qu'avant pour faire l'oreille. Mais non, mais pour vous, tu ne m'as pas assez les paroles. Bon, parce qu'il faut être dans la vérité. Donc, à un moment donné, il y a des gars qui vont ailleurs. Et puis la femme qui est à l'intérieur,
À toutes ces sensations-là, des fois, il est obligé de faire un petit peu aussi à l'air. Il ne reste même pas, il a plus de femmes là, et puis. Non, parce qu'il faut parler clairement. Si on va sur notre rôle de père, il faut savoir qu'on sera père, mari, homme, amant, mais la femme aussi. Et puis ça s'organise le temps de. Parce que c'est vrai que lorsque la femme est accouchée, elle est peut-être moins disponible. Elle est peut-être moins disponible. Mais je connais des dames. Oui, voilà. Voilà. C'est-à-dire que des fois, le fait que l'homme s'occupe aussi, prendre son rôle de père, va se réveiller la nuit, etc., ça crée une espèce de sensualité. Le voir le faire le bébé sur le papa, ça crée une espèce de sensualité. Danger, danger. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous ratez beaucoup de choses, messieurs, quand vous n'exercez pas cela. Maintenant, c'est vrai que le mal, etc., mais ça, c'est le côté patriarcal. Où on a l'impression qu'on perd sa masculinité parce qu'on va s'occuper de l'enfant. Non. Les enfants ont besoin de nous. Ils ont besoin du papa. Ils ont besoin de la maman. Et sincèrement, si vous avez des amis qui vous appellent, ah, depuis madame, et vous faites un mail, vous ne pas attendre nous, vous ne pas venir au football, vous ne pas venir là, vous ne pas venir ici, il faut être capable de dire, oui, mais on a une responsabilité. Et moi, fier de responsabilité. Mais Olivier, c'est intéressant ce que tu nous dis. C'est intéressant ce que tu nous dis et ta vision aussi et ton expérience. Selon toi, alors, quels seraient les facteurs? Parce qu'il faut quand même avoir une certaine stabilité pour qu'un homme puisse affronter de ce que tu dis, pour avoir ce discernement, pour faire ces choix-là et avoir cette vision-là. Donc, quels seraient ces facteurs de stabilité qu'un homme doit avoir pour affronter, pour décider d'être père de demain? Parce que tout ce que tu nous dis là, effectivement, c'est une vision que peut-être beaucoup n'ont pas parce qu'ils n'ont peut-être pas l'expérience ou ils n'ont pas des prérequis ou une situation familiale qui leur a permis de se découvrir comme ça ou d'aller dans ce sens-là. Quels seraient les facteurs pour toi qui pourraient pousser un homme à être stable et de choisir d'être père? Je ne sais pas si je vais parler de stabilité, mais simplement, je pense que nous trois là, par exemple, et tous ceux qui sont dans cette même mouvance, nous avons un facteur de communication à faire passer sur le fait que c'est fun de père. Parce qu'en réalité, tu sais, on est dans une malheureusement guerre de com. C'est fun de réussir d'être chef d'entreprise. C'est fun de réussir sportivement. C'est fun d'être sur un bateau, les pectoraux. C'est fun, voilà. Mais il n'y a aucune com. Moi, je suis prêt à faire ce qu'il faut, à ce qu'on se réunisse. Et puis, s'il faut faire mettre de l'argent pour faire des campagnes de pub, pour dire comment c'est fun d'être père, de faire des images, etc. Parce que quand on veut vendre quelque chose, il faut savoir, la partie spirituelle, elle est trop dogmatique. C'est-à-dire la partie spirituelle, la partie consciente, d'éveil. Elle est trop dogmatique. Il faut aujourd'hui entrer dans la com, quoi. Je veux dire que combien de papas on voit sur les réseaux avec leurs enfants, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, la stabilité, c'est pas ça. Hein. Les gens, c'est soit on veut faire émerger un mouvement, donc il faut l'enclencher. Les LGBT ne se gênent pas. Hein. Ils n'ont pas de problème hein, avec leur com, machin, etc., arc-en-ciel, machin, etc. D'accord? Quand on veut faire les écologistes ou la voiture hybride ou la voiture Zoé, enfin bref, toutes ces machins-là, bon, vous avez compris mon positionnement, voilà. Parce qu'en réalité, on vous oriente vers une société du contrôle. Mais la société, justement, de liberté, de joie, d'accueil de la vie. Qu'est-ce qu'on fait comme communication? Qu'est-ce qu'on donne comme exemple? Pour qu'un homme ait envie d'être père, il faut qu'il y ait des exemples d'hommes pères. Et il voit des hommes pères heureux. Donc il faut qu'on montre qu'on est heureux. Moi je suis heureux, mon fils m'a appelé hier parce qu'il a eu une panne de voiture. Il a eu son permis la semaine dernière, il a pris la voiture vendredi. Il a eu une panne de voiture, mais je suis très heureux. J'ai dépassé mon agenda pour aller regarder la panne. Avec joie. C'est pas une corvée.
C'est-à-dire que, et c'est ça, et moi c'est ce que je veux faire passer comme message, c'est la joie de vivre la vie telle que la vie nous la propose. Ça veut dire que, et vous savez quelque chose, je me suis toujours dit que si ma fille avait un enfant à 16 ans, je ne ferais pas comme beaucoup de parents lui disent d'avorter. Moi je lui dirais la vie est sacrée. Tu peux pas, je crois. Mais, Parce qu'en réalité, il faut accompagner la vie. Et quand on dit que ça ne s'apprend pas, mais on n'apprend pas aux gens, pourquoi on n'apprend pas une petite fille dès ses premières menstruations, donc tu rentres dans une autre phase. On devrait apprendre à un garçon, dès qu'il a ses premiers écoulements de nuit, tu rentres dans une autre phase. D'ailleurs, il y a des rituels dans l'ancestralité où justement tu passes de l'enfance à l'adolescence et puis devenir homme aussi. C'est-à-dire que là, tu es en phase, attention à ce que tu fais, etc. Mais si quelque chose se passe, tu vas devoir assumer tes responsabilités. Voici le langage. Le langage, ce n'est pas dialogue de faire un avortement. Et puis on lui apprend ce que c'est que l'acte sexuel, etc. En fait, notre job, c'est de dépasser les traumatismes, notamment de l'esclavage. On a fait de l'homme une étalon, on a fait de la femme une poule pondeuse pour justement rentabiliser la plantation. Mais aujourd'hui, on a les outils, on a les vidéos, on a les textes qui veulent chercher pour retrouver les valeurs de l'ancestralité, les rituels, etc. On a tout. Je vous dis que même je vois en Martinique, j'ai des personnes qui parlent des jardins, de ceci, enfin, on fait trop de pub, mais enfin, il y a de quoi aujourd'hui retourner à des choses, si on veut, si on peut. Maintenant, il faut les mettre en valeur, il faut les faire rayonner. Il faut faire rayonner ce que tu fais. Il faut faire rayonner ce que tu fais. C'est tout. Parce que c'est l'exemple qui va faire que des gens vont vouloir se dire, tiens, mais c'est bien. Comment dire ça? Le système occidental, il veut que les gens apprennent sous des chaises, sous des tables. Mais on sait que dans, comment on appelle ça? Dans la pyramide de l'apprentissage, on sait que c'est l'exemple. Les cours magistraux, c'est 5% seulement qui restent dans le cerveau. Et l'exemple, on sait que c'est 70%. Donc, pourquoi ne pas utiliser ça? Moi, je le répète ce soir, je suis un papa heureux. Je suis heureux d'avoir fait mes enfants. Et si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait plus. T'en as combien? 2. J'aurais pu en faire plus. Si j'avais compris beaucoup de choses, on aurait fait tiens. Tu avais compris quoi? Le bonheur que c'est d'avoir une grande famille. Le bonheur que c'est d'avoir... Parce que je vais te dire quelque chose. Demain matin, j'ai 70, j'ai 80 ans. Imaginons mes enfants, pour X, Y raison, se retrouvent en Asie, en Afrique, ou je ne sais pas, etc. Je ne fais que deux. Je n'en ai fait quasiment sur mon territoire moyen des 3 épines. Avec toi? Oui, pour s'occuper de moi. Ah. Mais alors, Ah non. m'occuper de tiens, tu ne pas occuper de moi? Non. Ah bon? Tu les as pas fait pour toi. C'est vrai. Mais quand ils s'occupent de moi, ce n'est pas encore pour moi. C'est encore un apprentissage. C'est un sacrifice, ça. Mais les non. derniers qui seront là seront pour toi. Perdre les derniers, c'est toi qui as dit ça. Okay. J'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que ma trouvé un dernier. On va dire dernier. Bon, alors, donc, là tu es dans un schéma. Alors, écoute bien ce que je te dis. D'accord. Les familles nombreuses, c'est ça. C'est la puissance de l'Afrique aujourd'hui, c'est parce que c'est le continent le plus jeune. C'est-à-dire des gens qui font des enfants, malgré vaccination stérilisante, malgré tout ça. C'est l'un des continents où l'aspect familial est très important. La famille nombreuse, on voyait ça comme une tare avant. Mais en réalité, les frères peuvent s'occuper les uns des autres, ceux-là peuvent s'occuper plus d'un enfant d'un autre qui a une difficulté. Il y a un parent qui commence à être défaillant, vous avez tout, on peut s'organiser entre les 15 d'ailleurs, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est une opportunité. On est plus fort dans une famille nombreuse que dans une famille maman, un enfant. Déjà. Un papa va être beaucoup plus fort
à s'occuper de 2, 3, 4, 5 enfants que d'un enfant. Ah oui. Et donc aujourd'hui, on pousse les gens à faire très peu d'enfants. Parce que soi-disant, il y a la peur professionnelle, qu'est-ce que l'on a mangé, etc. Ça, c'est une chose que les gens doivent comprendre. J'en ai fait l'expérience. Quand ma fille est née, la première fois, on n'avait pas beaucoup de moyens. La maman, moi, à l'époque, on était dans les périodes classiques. Elle est née, boum, les opportunités se sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre spirituellement, en termes d'énergie, de fréquence, une naissance, c'est une abondance. Ça ouvre les portes. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui est dit, la vie va vous donner ce qu'il faut pour vous occuper des enfants. Comme elle l'a fait avec nos grands-parents qui avaient moins de moyens que nous aujourd'hui. Moins de moyens. Mais vous savez quoi? Beaucoup plus de confiance en la vie. Parce qu'on va dire que c'est des moyens de contraception, c'est pas vrai. Nos grands-mères avaient aussi des méthodes, des plantes. Il y a des plantes contraceptives. Oui. Donc on pouvait ne pas faire d'enfants. Bon, je ne vais pas entrer dans Mais cette c'est chose. vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis on pouvait avoir d'autres pratiques qui peuvent ne pas avoir d'enfants. Je ne vais pas dire plus que ça. Bon, alors, donc ce que je veux dire. Mais tu vois que là, en fait, on avait déjà appris quand même à faire un équilibre. Oui, à faire un équilibre. Mais tu sais quoi? Tu étais conscient qu'avoir beaucoup d'enfants, c'était une opportunité. Sauter dans sous terre, pour travailler, etc. C'est une puissance. D'ailleurs, je le répète. C'est parce que l'Afrique, aujourd'hui le continent le plus jeune, que c'est un continent puissant. Et que les Européens ont un problème avec ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Macron avait dit que le problème de l'Afrique, c'est parce que les femmes font trop d'enfants. Non, c'est un problème pour eux les Européens. Je rappelle que proportionnellement, l'Afrique a une densité de population moins importante que la France, que l'Europe, que les États-Unis. Je dis bien une densité de population kilomètre carré moins importante. Donc, faut arrêter les conneries. Là, aujourd'hui, ne serait-ce que pour la Martinique, pour revenir à nous, faire des enfants, ça fait partie de la sauvegarde du patrimoine martiniquais. Aujourd'hui, si vous voulez qu'il y ait des Martiniquais en Martinique, vous faites des enfants. Sauf que, moi, ce que j'entends, c'est que il n'y a plus ces référents forts. J'entends que avoir un enfant, c'est que du bonheur. Moi, je dis ça de façon très, très ironique aux parents. Parce que je veux quand même qu'ils entendent que derrière, parce qu'ils déjantent des parents quand ça y est, il y a un enfant, et ils disent souvent, on nous a menti. Il y en a qui, parce qu'il n'y a pas eu cette transmission, qu'il n'y a pas eu cette vérité sur accueillir un enfant, il y en a qui ne le vivent pas comme du bonheur. D'accord? La réalité est ça. Mais attends. Moi, ce que je te dis, c'est que oui, il y a des parents ou des hommes et des femmes qui décident d'avoir un enfant, ou quel que soit le contexte, mais il n'y a pas ce modèle, cet exemple dont tu parles. Et donc, il est quand même très important de faire attention à ce qu'on a décidé de transmettre, même si les traumas pour toi, les traumas permettent de grandir, de s'élever, tu n'as pas vécu ça n'importe où, juste pour le vivre et pour parler de ta douleur. Donc ça voudrait dire que nous, parce que le travail d'Inès, c'est quand même de pouvoir accompagner avec les bons outils, donc on doit changer notre langage. Ne pas voir le trauma comme on a la limite de « oh, pauvre de toi », c'est comment es-tu sorti de cette épreuve-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est ça? Je parle à deux coachs, deux accompagnants. Oui. Le propre du coaching, il me semble, la base, même occidentale. Allez, on prend 3 événements difficiles que tu as eus et tu nous racontes comment tu as fait pour t'en sortir. Je ne me trompe pas. La personne va te raconter comment elle a fait pour s'en sortir et pour s'en sortir, on va détecter donc les qualités qui lui ont permis de s'en sortir. Et normalement, on va lui dire maintenant tu peux t'appuyer sur ça tout le temps. Okay. J'ai schématisé. Nous, c'est ce qu'on doit faire passer aux mamans, aux papas en devenir. Ce ne sera pas toujours facile d'avoir un enfant. Évidemment.
Mais quand vous écoutez vos parents à vous parler, regardez bien ce qu'ils disent. Ah, tu n'as pas de gaz, quand tu es petit. Ah, vous faites telle maladie, nous sommes obligés de lever, nous sommes obligés de faire ci, nous mettons les médecins, nous faisons ci, nous avons tel plot, ce machin, nous avons tel monde. Mais ils auraient eu quoi raconter si tu es passé sur une mer d'huile. Ils ont eu quoi à faire de leur rôle de père. Tu commences à être père, être mère, quand justement c'est difficile. Tu n'es pas encore père et mère quand ça arrive 20 ans. Je veux dire, mais oui, ce sont les difficultés qui font que tu te forges. Alors les gens veulent le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire, tu veux boire mais ne pas avoir la gueule de boire. Ah d'accord. Bon, mais ok. Tu veux passer la nuit blanche et ne pas être fatigué. Et ne pas passer la nuit blanche, en fait. En réalité. Oui. C'est-à-dire que on veut tout. Non, c'est pas possible ça, par contre. Okay. C'est-à-dire qu'en réalité, la nuit, c'est la nuit. Le jour, c'est le jour. Tu ne peux pas faire le jour tout le temps. Ou la nuit tout le temps. D'accord? Comme dirait Jeanne Mouna, tout devant, ni en derrière. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, c'est ça qu'on doit enseigner. C'est que les choses ne seront pas toujours faciles, mais que c'est, je ne sais pas, c'est comme un vendeur qui ne voudrait jamais aller voir un client pour lui dire, monsieur, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il voudrait que le client aille prendre le truc, même tu n'as pas commencé à vendre. Tu commences à vendre quand le client a dit non. Donc en réalité, tu commences à courtiser la dame quand la dame ne veut pas te regarder. Mais c'est là qu'on commence à courtiser. Parce qu'il faut donner tes bons travail. Bon. Et donc tu commences à réfléchir, ton enfant, tu n'as pas encore compris, il pleure, tu n'as pas encore compris s'il a faim, s'il est malade, mais oui, mais tu commences à devenir mère, à entrer dans tes sens, à entrer dans ton intuitif, etc., pour comprendre, etc. Et c'est pour ça que je parlais d'aller dormir avec ses grands-parents, parce que lorsque le grand-parent est grabataire aussi, comprendre si c'est la faim, si le ceci, etc., tu rentres dans une autre dimension. Tu es obligé de développer d'autres sens qui vont te servir plus tard, quand tu vas devenir, justement, quand tu vas devenir père et enfant. C'est-à-dire que le lien qu'il y a, c'est ça l'ancestralité, entre les aînés et les plus jeunes. C'est le cycle. Ah, comment ça s'appelle ça? Ah, la ring light. Ring light. Oui. Voilà, c'est un cercle de lumière. Voilà, c'est ça, nous. C'est ça l'ancestralité. Et ce qu'il faut enseigner partout, c'est que c'est une joie, mais c'est la joie du dépassement. C'est la joie de pouvoir raconter quelque chose. Mais tu ne peux pas non plus vous dire, tiens, j'ai fait un enfant, tiens, il est sorti bout, il a grandi, il travaille, voilà. J'ai rien eu à faire de spécial. Comme Kirikou, en fait. Voilà. C'est-à-dire que grosso modo, bon, l'histoire de Kirikou. Bon, alors, ça c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il veut partir dans ça. Mais Olivier, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Mais est-ce que la différence entre la personne, la père ou la mère, qui arrive à faire face à cette difficulté quand il est père ou mère, est-ce que ça ne vient pas de celui qui aura guéri son trauma ou pas? Parce qu'on a dit en fait, hein, tu disais effectivement que il y avait un modèle plutôt occidental de parler de guérir des traumas. Mais est-ce que c'est pas parce que cette faculté, en tout cas, à gérer ce rôle de père ou de mère, c'est parce qu'on aura fait un travail d'introspection, de travail chez soi pour comprendre un petit peu ce qui... Enfanter te permet de faire, enfanter t'oblige à faire un travail d'introspection. C'est lui, en fait, avant, il n'y avait pas de cabinet de coaching ni de psychologie. Pourquoi? Parce que le coaching et la psychologie se faisaient directement dans la vie. Dans la vie, c'est quoi? Tout le monde a envie que son enfant soit mieux, n'est pas les mêmes si on a eu des traumatismes que soi. Donc, automatiquement, tu as deux choix. Soit tu te dis, je ne fais pas, pour ne pas du tout revivre les traumatismes, etc. Soit au contraire, je fais, parce que je veux être capable. Mais quand tu vas faire ça, tu vas découvrir les effets véritables des traumatismes en faisant. L'initiation, c'est la vie. La guérison, c'est dans la vie. C'est bien beau d'aller nous consulter, que ce soit moi, ou vous, ou quelqu'un d'autre. Mais on est comment je vais dire ça? Des leviers, si on veut, mais tout vient de toi d'abord.
D'ailleurs, je connais un formidable lieu qui est pour les hommes. Beaucoup de garçons, d'hommes, quand ils jouaient à l'époque au football, etc., la troisième mi-temps, c'était le lieu de transmission. Ouais, maintenant pour le métier de boulot là, et waouh, donc ça va mettre gaz, vraiment, etc., etc. On a le cadeau, mais on fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. Ces cercles d'hommes manquent. Ouais. Bah écoute, on essaie de les mettre en place. Hein, Ces cercles d'hommes manquent, mais ils existent à des endroits qu'on n'imagine pas. Les Stations. Mais écoutez, ils ont fermé ces boutiques-là, ils ont fermé ces. Parce que nous avons un modèle de vie qui n'est pas l'Occident. Oui. On n'est pas l'Occident, on ne sera jamais l'Occident. Même en adoptant tout ce qui. Même en ne voulant pas être des. Vous ne serez pas de l'Occident. Vous aurez besoin de vous agglomérer, de vous retrouver dans un endroit pour échanger sur le fait de la journée, sur un problème, etc. Les hommes se regroupent entre eux pour discuter, quel que soit, qui c'est domino, qui c'est belote, qui c'est votre station. L'essentiel, c'est qu'ils échangent entre eux. Mais non pas la peur, mais comment faire, comment régler le problème, etc. Vous êtes des coachs sans le savoir entre vous. Vous êtes c'est-à-dire que c'est ça. Et il ne faut pas banaliser ou même minimiser ces espaces. Il faut au contraire les gratifier. Ça m'arrive, hein? Je suis un homme du peuple. Moi, j'aime ça. Parce que le langage qui est après de la station, ce n'est pas le langage que j'ai eu ce soir. Bon. Et je suis plus à l'aise près de la station que ce soir. Parce que mon âme n'est pas allé plus loin. Déjà, notre langue est super. Parce que en fraction de seconde, on peut faire passer un bagage et dans ça. On va passer des photos de chou là. Bon, mais c'est qu'on s'en va faire petit moment là, mais il n'y a toujours des problèmes. Bon, on va rester ça pour nous faire terminer. C'est pour ça qu'on va parler. Et c'est ça, et nous parlons régler le bagage comme ça. C'est ce qu'on appelle la relation ancestrale que nous vivons, que nous faisons sans le savoir. Bon, là, on peut donner des clés et les femmes, entre elles aussi, se retrouvent aussi dans ces cercles-là, se retrouvaient, je ne sais pas maintenant, mais se retrouvaient aussi, et le langage entre vous n'est pas mieux. Non, bon, oui. Alors, bon, donc, mais c'est ça. Et en fait, il faut renforcer ça. Et il faut que les hommes n'hésitent pas. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est que des fois, parce qu'on a l'impression que près des stations, il n'y a que des conversations de voitures. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je peux vous dire qu'on discute. Moi, j'ai appris à discuter de la politique et de l'actualité en troisième mi-temps après le football. Ma maman avait l'impression que c'était ben vagabond, mais en réalité, une discuter politique, etc. Tout, de tout. Alors, de filles aussi, de fesses, oui, mais de la vie, et même de fesses, ben, l'expérience de celui-là, tête, etc. Mais non, pas ça comme ça. Mais non, comment madame n'a pas été pour nous. Donc voilà, il y avait cet échange, et d'ailleurs dans le football, il y avait cet échange international, puisque vous aviez des jeunes de 16 ans qui jouaient avec des 20, des 25, le football de quartier, etc. Ça servait à ça. Or aujourd'hui, football de quartier, je ne sais pas s'il y a Game Boy de quartier, je ne sais pas. Mais en fait, aujourd'hui, mais en tout cas, c'est les stations qui jouent plutôt ce rôle, et la station, il n'y a pas le même public que tout à fait là où. Donc là aussi, moi j'inviterais pour ceux qui sont sociologues, etc., anthropologues, il faut aller là. Alors, parce que lorsqu'on va là, on a une autre regard que, j'allais dire, des milieux sociaux, entre guillemets, ce qu'ils appellent CSP+, qui ont accès à certains bouquins, etc. Mais la rue, la vie, c'est un bouquin. C'est vrai. D'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais, et puis il y a tellement d'autres choses à dire, mais bon, allez, on y va, on va arriver jusqu'au bout. Une fois qu'on te tient, parce que je sais qu'après ça va être. Alors, ce que je voulais te dire en fait, c'est que d'ailleurs le sociologue disait qu'à part, mis à part tout ce que tu nous as dit là, tu m'as donné tellement d'outils, c'est génial. Mais là, ce que j'entends, d'après Raymond Montaut, c'est que c'est aussi la mère qui fait le père.
Oui. Pas la femme, sa maman Oui. fait de lui petit garçon, etc. Le père. Oui. Tu le rejoins. Oui, ma mère a fait de moi un bon père. Dis-moi. Et peut-être qu'elle ne m'a jamais entendu dire ça. Elle a son caractère, il est pas chiant. Mais, C'est une bonne mère. mais ce que je veux dire, c'est que en termes de responsabilité, ah oui. Là, elle ne m'a pas élevé comme le coq du village. Ah si, parce qu'on dit, c'est maladie comme moi. Mais ma mère, non. Ma mère, ça a toujours été, attention, responsabilité. Responsabilité. Et puis, à un moment donné, je pense que les femmes devraient élever leurs hommes, je dis bien les hommes, comme elles voudraient être traitées. C'est exactement ça. Donc en réalité, même, je répète, beaucoup de femmes ancestralement martiniques ont élevé 5, 8, 10 enfants seules. On ne parlait même pas de monoparentalité. Aujourd'hui, on parle de monoparentalité, une dame, un enfant. Et on trouve ça, on est, oh mon Dieu, c'est dur. Bon, je répète, les dames élevaient toutes seules, 4, 5, 8, 11, seules. Et bien souvent, chaque femme a une choréographie qui arrive à faire ma gueule. Donc le problème, est-ce que c'est la monoparentalité ou est-ce que c'est le cadre général qui fait que, qu'est-ce que tu fais de l'enfant? Tu as un enfant, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Tu l'as. Tu l'as. Tu te plains de l'avoir tout le temps? Ou bien, tu en fais une courroie de transmission de ce que tu veux, toi, de ce que tu aurais voulu, toi. Parce qu'en réalité, l'enfant est une éponge. Jusqu'à 3 ans. Donc l'enfant, il observe. Un jour, aller loin, justement. Il profite. Je n'ai pas abordé ça. Pendant que la femme est enceinte, qu'est-ce que vous dites? Les mots que vous allez prononcer. Les caresses sous le ventre. De la mère, du père. Les intentions. Je veux que tu sois telle manière, tel machin. Je veux que tu sois. Je vous dis, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça veut dire que c'est, comme on dit, c'est pas au fur et à mesure qu'on a rendu fait. Pendant que la grossesse a lieu, qu'est-ce que vous dites à l'enfant pendant que vous caressez le ventre de la maman, ou que la maman caresse son ventre? Vous pleurez? Ou bien, bon, vous voyez, ça va faire l'enfant. L'enfant enregistre avant la conception. Alors, bon, je ne vais pas entrer dans ça, mais la pensée, etc. Alors, imaginez, là, ça c'est, vous pouvez déjà chasser les traumatismes. Les bains que vous allez prendre pendant que vous êtes dans l'eau, à la mer, à la rivière, etc. Les caresses que le papa va faire sur le ventre de la maman. L'oreille qu'il va mettre. Donc ça, c'est déjà un point. C'est déjà. À l'accouchement, les mots que vous allez dire pendant les 3 premières années de l'enfant sont fondamentaux. C'est fondamental. Moi, je n'ai pas cessé de répéter puissance, abondance, richesse, pendant 3 ans. C'est-à-dire que c'est fondamental ça. C'est-à-dire que, et si vous avez la maman ou le papa sont un peu défaillants sur ça, la grand-mère quand elle a l'enfant, elle a un rôle, le grand-père quand il a l'enfant, joue un rôle fondamental. Être fâché parce que votre fille a eu un enfant, parce que vous n'étiez pas d'accord que ce soit avec tel père, c'est stupide. L'enfant il est là. Votre fâcherie ne changera pas, il ne va pas le. Tu ne vas pas venir entrer en bout des moments. Donc, votre ego, votre orgueil, que ça a été fait de telle façon, ne va pas changer la donne que l'enfant, il est là. Si on part du principe que vous n'auriez pas aimé être traité de telle façon en tant qu'enfant, vous ne pouvez pas traiter l'enfant de telle façon. Vous devez être dans l'accueil. Et justement, l'amour commence quand on doit accueillir quelque chose qu'on n'attendait pas, qui ne nous convient pas, qui n'est pas dans le cadre.
que nous voulions. L'amour commence quand vous êtes obligé d'accueillir des choses différentes de ce que vous avez imaginé, de ce que vous vouliez. Vous n'êtes pas encore dans l'amour quand tout roule comme vous voulez. L'amour ne s'est pas encore manifesté là. L'amour se manifeste au moment où vous êtes en train d'accueillir une circonstance, un événement inattendu. C'est l'ange, si vous voulez. Vous êtes avec quelqu'un là, vous vivez en couple avec quelqu'un, tout va bien, tout roule. Des autres pour péter, il n'y a pas encore eu un peu de travers, vous n'avez pas encore pris l'odeur de ces flatulences. Une fois que vous avez pris l'odeur de ces flatulences, vous savez si vous l'aimez ou pas. Ah bon. Alors donc, c'est ça la vie. Et c'est ça qu'on doit transmettre. Et quand je vois des gens qui ont peur d'être père ou mère par rapport au statut ou à la pression des grands-parents, moi je dis ça, c'est une honte. C'est une honte par rapport au statut social, par rapport etc., un statut professionnel, etc. Ça veut dire quoi? Donc les gens ont peur. Mais vous êtes étonnés qu'à 35 ans, 40 ans, ils n'ont pas encore fait d'enfant. Mais c'est vous qui avez mis cette pression-là. Faire des études, etc., réussir de telle façon, etc., etc. Je veux saluer une dame certainement qui me regarde et qui m'a raconté une histoire il y a quelques semaines, elle est en Guyane. Elle m'a dit comment sa maman ne la voulait pas, mais qu'elle a été élevée par sa grand-mère. Et elle, sa fille lui a dit, à 21 pendant qu'elle était en train de faire des études, maman, je suis enceinte. Et elle m'a dit, j'avais le choix de refaire le schéma de ma maman ou d'être dans l'accueil. J'ai choisi d'être dans l'accueil de ma fille, tellement qu'elle a fait un deuxième. Voilà. Et en fait, cette dame était un peu traumatisée toujours du fait que sa mère ne l'ait pas accueillie. Et moi, je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce que ton traumatisme vient foutre là? Tu as fait 2 enfants, tu as maintenant tu es grand-mère, occupe-toi de... laisse ça tomber. Ça fait de toi ce que tu es aujourd'hui, tu as pris une décision, tu as déjà inversé le truc. Tu as déjà inversé le truc. Écoute, ta maman, c'était simplement le canal qui te permettait d'arriver sur Terre. Elle est ce qu'elle est, et heureusement qu'elle était là pour que tu sois là, mais avec ce qu'elle est. Mais il fallait qu'elle soit là pour nous, parce qu'elle est là. Tu as une autre lecture du trauma. C'est tout. Maintenant, c'est toi. Est-ce que chaque fois que tu regardes ta maman, tu vois un traumatisme, ou tu lui dis, merci, je suis là. Et puis voilà, maintenant elle fait ce qu'elle veut, elle a la vie qu'elle a, qui ne te convient pas. Et puis écoute, et puis peut-être qu'il faut. Moi, je dis, tu sais, il faut des fois être en contact avec un voleur pour savoir que tu ne l'es pas. Et oui. Moi, si j'ai quelque chose à retenir de mon contact avec l'Occident, et que je ne suis pas occidental, et que je ne veux pas l'être, que je ne veux pas l'être, que je ne veux pas leur ressembler, que je ne veux pas être un prédateur, que je ne veux pas être quelqu'un qui casse la famille, que je ne veux pas être un exploitant, que je ne veux pas être dans l'individualisme, que je ne veux pas être dans l'égocentrisme, que je ne veux pas être déconnecté de la nature et que je ne veux pas être faire du développement économique qui détruit la planète sous prétexte de développement. Mais que je dis, comme Kalala Mutunde, être un élévateur économique. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la création en harmonie avec la nature, donc en harmonie avec le genre féminin, le genre masculin, qui n'essaie pas de dire qu'il n'y a plus de genre, mais au contraire, qui essaie de, au contraire, magnifier, émerveiller, élever, j'allais dire, densifier ce que la vie a de plus beau, c'est-à-dire la rencontre entre un homme et une femme qui forment un feu. Ce feu, c'est un foyer. Alors oui, des fois, pour alimenter le feu, des fois, ça peut être chaud. Oui, des fois, un petit brin brûlé la main. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie. Des fois, tu vas te rapprocher un peu trop, ça va être trop chaud. Des fois, il va manquer de... il peut manquer éteindre. Parce que tu as oublié de mettre le bois, tu as oublié de l'alimenter.
Mais ça fait partie de la vie. Alors, il y aura un autre thème, il y aura un autre épisode avec toi, parce que sur chaque question, waouh, on apprend. Mais on va aller vers quasiment le mot de la fin. Moi, j'ai envie de poser cette question-là quand même. Je n'ai pas envie d'attendre une autre fois. Monsieur Otto dit qu'il faut préparer l'esprit de la femme à accueillir l'homme pour en faire le père. Oui. J'ai une vision un petit peu différente. Je me permets. Il faut préparer l'esprit de la femme comme il faut préparer l'esprit de l'homme. Je n'arrive pas à fonctionner dans la séparation. Mais les anthropologues, les sociologues ont été formés là où ils étaient formés. Je ne porte pas de jugement. Moi, je ne suis ni sociologue, ni anthropologue. J'essaie de faire vivre l'ancestralité qui ne sépare pas et qui réunit tout. Moi, je pense qu'il faut préparer les deux. Il faut préparer la femme à accueillir l'homme, mais il faut préparer l'homme à accueillir la femme. Donc, il faut montrer à l'homme qu'il sera dans sa masculinité sacrée en accueillant la femme. Qu'est-ce que tu appelles masculinité sacrée pour aider tout le monde à comprendre? Ta mission est de fertiliser, c'est-à-dire de faire passer, de faire rentrer, d'ouvrir. C'est-à-dire que tu es là pour creuser le trou qui va permettre de planter la plante pour qu'elle pousse. Et tu es là pour, en plus, l'arroser jusqu'à ce que les racines prennent. Et tu es là pour, c'est toi qui t'occupes de la plante. C'est un rôle sacré. L'énergie cosmique céleste passe par toi pour féconder l'énergie tellurique. C'est-à-dire que le fruit de ton spermatozoïde, de ton sperme, n'est pas du sperme seulement. C'est une énergie. La femme, par son lait par exemple, on appelle ça la voie lactée. Donc toutes les informations célestes aussi, c'est-à-dire passent par le lait. Donc ton corps est un temple sacré, c'est-à-dire renferme l'âme, renferme l'esprit et renferme l'énergie sacrée. Donc tu es privilégié de transmettre la vie. Parce que tu es, toi, le fruit d'un privilège. Donc tu as une responsabilité. C'est ce qu'on appelle chez nous être kamite. C'est-à-dire, dans le mot kamite, tu as le ka, énergie vitale, et tu as ma, ama, amour, harmonie. Donc, un kamite, c'est quelqu'un qui est là pour transmettre l'harmonie de l'énergie vitale. Donc, quand le sexe du monsieur rentre dans la dame, ce n'est pas un sexe qui rentre dans la dame. C'est une énergie. Et la dame elle-même est une énergie. Ce n'est pas un vagin. Ça, c'est la partie visible. Nous sommes tous composés de ce que l'on voit et de ce que l'on ne voit pas. Je vous prends un témoin. Vous ne voyez pas vos boyaux, vous ne voyez pas votre système lymphatique, vous ne voyez pas votre système nerveux, vous ne voyez pas votre cœur, vous ne voyez pas vos reins, vous ne voyez pas votre foie. Pourtant, ce sont les organes vitaux qu'on ne voit pas. Si vous voulez comprendre comment la vie fonctionne, observez-vous. Le premier scientifique, c'est quelqu'un qui observe. Donc, vous vous observez, vous verrez bien que vous êtes composé de choses que vous voyez, que vous ne voyez pas. Pourtant, pour que les choses que vous ne voyez pas soient en bonne santé, il faut nourrir les deux. Ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas.
et de manière saine. Et pour que la terre, donc l'énergie de la femme, vous nourrisse de choses saines, il faut que vous la traitiez sainement comme un élément sacré. La terre représente la femme. Si vous voulez savoir si vous êtes avec un homme sérieux, regardez comment il parle, il traite la terre. Comment il parle de la terre, comment il parle des plantes. Vous saurez à peu près si comment il va vous traiter. Ah oui! On va le réinviter, hein? T'en penses quoi? Bien sûr, avec plaisir. Si. C'est-à-dire que le rôle du père s'apprend dans tout. Mais dans tous les actes de la vie de tous les jours. Alors c'est vrai qu'il y a des choses, si vous allez chez les Dogons, si vous allez chez les Fonds, si vous allez chez les Bamileke, vous aurez des rituels, mais qui sont, en fait, qui ont la même finalité. C'est te faire prendre conscience de ta valeur, de ton rôle, et que tu sois en responsabilité de celui-ci. Alors là, j'ai le mot de la fin. Messieurs, alors je vais faire un petit coup, je fais exprès. Honneur aux femmes. Alors, le mot de la fin, mais je suis sûre encore ma fin, j'ai encore plein de questions, mais parce que c'est notre approche, je pense que vous aussi, vous n'avez jamais été aussi nombreux, donc je pense qu'on est proche de la vérité pour que vous soyez aussi nombreux cette fois-ci. Le mot de la fin, je pense que il va être très important aujourd'hui, ça va être ce sur quoi on va œuvrer, de pouvoir apprendre à se connecter. Moi, c'est le mot connecter qui me vient. Apprendre à se connecter pour être et donner naissance à notre être. Et Inès, c'est ils naissent. Et j'ai envie de continuer justement dans ces valeurs ancestrales qui finalement sont simples. Vous avez vu, on n'a pas abordé du magico-religieux, des valeurs très simples. Être des modèles, un exemple dans le foyer nourri justement par le feu qui permet justement de montrer justement à l'enfant que ne serait-ce que dans un foyer, il a sa place. Et dans sa place, c'est que tu participes aux choses qui permettent l'équilibre dans la maison. Ça fait de toi un être responsable. Et je te prépare à être un homme ou à être une femme pour accompagner un autre homme et une autre femme et pour vivre avec un autre homme et une autre femme. Et moi, c'est ce que je dis. Il y a des choses où je ne permettrai pas à mon fils de faire certaines choses. On en discutait justement parce que je vois mon fils parler à une femme. Et il est hors de question que je continue à accepter ou à admettre certains comportements. Je pense que, je ne sais pas d'où ça vient, apparemment c'est d'une lignée, mais quand il a un air qu'on dit de mal, moi je le vois avec une femme et je règle les choses maintenant. Et j'entends quand tu dis, quand on élève un enfant, on l'élève pour en fait qu'il soit avec quelqu'un d'autre, mais dans le respect en tous les cas. Et ce que j'espère, c'est que cette autre personne ait eu cette éducation pour lui donner ce qu'elle, cette autre personne en a reçu. Donc c'est tout en conscience. Oui, c'est-à-dire que quand je vois certaines personnes avoir du mal à donner des tâches à faire aux enfants, sous prétexte que eux, ils ont souffert, etc. Donc vous élevez l'enfant qui ne fait rien. Vous voulez qu'il fasse quoi après? Non mais, vous voulez qu'il fasse quoi? Donc bon, ça c'est un point. Je vais terminer, je vais faire un lien, parce qu'il faut que j'y pense, parce que c'est l'actualité. Vous savez que je défends un dossier, je ne suis pas le seul, mais je défends un dossier concernant l'affaire Félix Gall au Croisier. Et je vais faire le lien avec la paternité. Voici un monsieur qui a fait des enfants, 12 enfants, et il a des héritiers. Et il a laissé une terre. On dit que la terre, c'est l'énergie féminine. Certains s'arrogent le droit de voler cette terre. Vous imaginez leur vision de la femme. Moi, je le dis très clairement. Parce qu'en fait, tout est lié dans ce que nous faisons et de ce que nous vivons. Nous sommes dans une société patriarcale, c'est-à-dire l'Occident est une société patriarcale. C'est pour ça qu'il y a le féminisme. Il y a le féminisme parce qu'il y a la société patriarcale. Chez nous, on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. Enfin, on n'avait pas besoin de faire ça.
n'avait pas. Parce que la société est devenue patriarcale avec les musulmans et les chrétiens. Mais chez nous, je répète, on était encore de la femme. D'ailleurs, il y a des oppositions entre ce qu'on appelle le droit coutumier et le droit civil importé. Bon. Mais pour revenir à cette affaire, moi je veux dire que M. Pinto ne fait que respecter et honorer l'énergie féminine en se battant pour conserver la terre, c'est-à-dire l'héritage matriarcal de son arrière-grand-père. L'héritage matriarcal de son arrière-grand-père, c'est sa terre. On vient à lui par toute espèce de subterfuge, stratagème, machin. C'est-à-dire qu'on vient nous expliquer que le corps de nos femmes n'est pas à nous. Mais ça a toujours été. Et là, le vol des terres, c'est ça. C'est-à-dire l'accaparement. On vient vous dire, messieurs, bon, on a 3 hectares qui ne sont plus à vous. Théorie de l'apparence, c'est pas à vous. Vous imaginez pas le tort que cela cause dans l'inconscient collectif. Alors, ce que je suis en train de dire, ce que la France ne voudrait pas que l'on lui fasse, parce qu'elle va estimer que sa terre, c'est son patrimoine, les patriotes français, que ce soit de tout bord confondu, défendent la peau rouge, le blanc rouge, etc. Comment tu as dit? Zas la Lorraine, ils ont défendu leur territoire, etc. Qu'ils nous foutent la paix. Qu'ils nous foutent la paix. Sincèrement, occupez-vous de vos fils. Soyez de bons pères de famille chez vous. Occupez-vous de la famille France, qui pour moi, vu de regard extérieur, par un déliquescence. Vous avez de quoi faire déjà chez vous. Foutez-nous la paix. Et arrêtez de venir faire en sorte que des gens de chez nous viennent adopter vos goûts et vos coutumes pour des questions de réseau et de privilèges, comment je veux dire, que je qualifierais d'illusoires. Et je veux dire là, M. Pinto, Arthur Pinto et Félix Gat ont laissé un héritage de ce que est un père. Laisser une terre, c'est-à-dire une énergie féminine qui donne à manger à ses enfants. J'ai fini. Merci. Ah, mais oui, on connaît les résultats de la femme esclavagisée qui n'appartient qu'au maître. Et oui, loi 1832, où première expérience du mariage sur les hommes et les femmes esclavagisées. Et les résultats, on les connaît parce qu'on les paye aujourd'hui. L'homme n'a pas, en tous les cas, son comportement est le résultat de ces stigmates-là, de ces lois qui ont été adoptées. 1832 quand même. Et aujourd'hui, c'est pour ça, je n'ai cette impression que, voilà, je vais résumer. Maman 7, papa pétette. À la naissance, ce que vous faites, messieurs, c'est que vous avez besoin d'être reconnu, que cet enfant soit effet miroir. Mais la nature est tellement bien faite que le bébé se dit, vaut mieux que je lui ressemble, le mec. Et effectivement, vos enfants vous ressemblent. Avec une femme qui se dit 9 mois de grossesse pour qu'il ressemble à son père. Mais mesdames, c'est le premier, pas besoin de porter ton nom en fait. Tu me reconnais. Et l'enfant le fait à travers le regard et le père se voit à travers cet enfant parce qu'il y a des liens de ressemblance. Parce qu'à l'époque, ça leur était volé. C'est-à-dire que même s'il y avait le mariage, ces messieurs se rendaient bien compte que cette famille n'était pas leur. Et ça se répète. Donc, lien de confiance à rétablir entre hommes-femmes, qu'il y ait complémentarité et plus comparaison. Voilà, je te laisse quand même parler. Non, mais c'est tellement riche tout ce qu'on entend et puis tout a été dit. Moi, je veux simplement dire que ce que je retiens de tous ces échanges-là qui étaient très riches, merci Olivier pour ta vision, en tout cas de la paternité, c'est qu'on ne l'est pas parent, on le devient. Et puis, je retiens aussi que ce sont les intentions. Les intentions qui font qu'on s'adapte ou pas, ou qu'on accepte ce rôle de père
notre société. Donc merci pour cet éclairage. C'était vraiment riche et voilà. Que tous les échanges que nous avons eus aujourd'hui, que toutes les intentions que nous avons prononcées, que dans cette eau qui sera versée sur la terre, que la terre enregistre, c'est-à-dire l'énergie féminine, à tout jamais cette volonté de puissance du Père. Cette volonté de puissance du Père martiniquais. Et qu'à travers tous les événements, toutes les circonstances, cette puissance se manifeste et continue de rayonner. Merci à nos ancêtres. Merci toutes les forces qui participent et qui nous guident dans la clairvoyance, l'abondance et la puissance. Voilà.